a très longtemps, Télématin était en noir et blanc, et on vous avait présenté un mur végétal. Ensuite, on vous a présenté un carré végétal. Je fais bien le mur et le carré, Ouais. On suit. parfait. Et aujourd'hui, on va changer, on fait une tour. Voilà, là on est dans les volumes, on n'est plus dans les surfaces, on est dans le volume, on fait une tour qui a 5 faces, 4 côtés et le toit. Donc on va tout coloniser pour gagner presque 3 à 10 mètres carrés au sol, alors qu'on n'a pas beaucoup de place sur un balcon ou sur une terrasse. Eh bien vous gagnez presque 10 mètres carrés de développement au sol d'un potager ou d'un jardin ornemental. Ça, c'est Non, mais l'intérêt. la carotte, elle sort par où alors quand elle est dans un tube Vous allez voir, la carotte, elle sort sur le côté. La pomme de terre, on la plante en haut. Tous les légumes racines, les poireaux, les panais, les Et carottes. quand vous voulez aller chercher votre pomme de terre... Escabeau. C'est à hauteur d'homme. Escabeau. Non, c'est à hauteur d'homme. C'est à hauteur d'homme. À 1,80 m, vous arrivez. Voilà. Une corde à nœud, on monte. Non, en revanche- Qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher la pomme de terre. En revanche, quand vous avez des tomates, vous n'avez plus besoin d'être tutoré puisqu'elles retombent légèrement. oui, ça, d'accord. Et c'est une cascade de tomates. Donc là, plus besoin de ça, tuteur. c'est joli, ça. Donc il y a pas mal de choses. Et tout ça, on va les mélanger avec des plantes amies ou pas amies. En tout cas, des plantes amies, c'est-à-dire qui vont repousser les pucerons, etc., des légumes. Donc tout ça va vivre en parfaite harmonie. Parce qu'on avait fait un sujet là-dessus à propos des plantes amies. Oui, on avait fait les plantes Les plantes compagnes. non, mais les plantes qui s'entraident. Ouais. Ah oui, et qui se Toi, t'aimes pas les pucerons, je suis au courant, moi, je les crains pas, donc je leur tombe dessus. Non, mais c'est très étrange. Mais ça. celle qui est la plus connue, c'est la capucine qui attire les pucerons noirs. C'est la plante kamikaze, on l'appelle, elle attire les pucerons noirs. Donc vous en plantez ici et là dans votre potager. Plus de pucerons noirs sur vos haricots, plus de pucerons noirs sur vos rosiers, etc. Et donc, malheureusement, elle se suicide pour les autres. Ah, elle se sacrifie. Elle se sacrifie pour les Ah, autres. oui, Kamikaze, Non, voilà. mais elle ne sait pas qu'elle va en mourir. Elle, au départ, Non. elle rend service. Bah, elle danse, la Puis capucine. à la fin, boum, pouf. Voilà, elle fait ses fleurs, elle fait ses feuilles, mais les pucerons Ah noirs non, mais sont- il y a des histoires terribles. Ah, mais- c'est pas l'objet du jour. des belles- Non, mais on peut en mettre aussi des capucines. Alors, quelles sont les tendances pour ce printemps 2007 ? Regardez. La tendance est aux murs végétaux, ce qui permet de fleurir tous les espaces verticaux. Mais un tout nouveau concept vient de sortir pour gagner encore plus de place. Christian du Colombier en est le créateur. Alors la tour végétale, c'est une structure modulaire en bois chauffé. Et donc très simplement, on va venir assembler des planches comme ça, les unes sur les autres. Et on va monter en hauteur. Bon, alors cette tour végétale d'un mètre 60 sur 60 cm de profondeur s'adapte très bien sur les balcons, terrasses. On a 0,36 m² d'emprise au sol et on va pouvoir cultiver sur les 4 faces si on est bien exposé. Alors avec l'aide d'une fidèle de France 2, c'est parti pour l'aménagement de ce balcon de 15 mètres carrés. Alors Christian, comment vous voyez l'aménagement de mon balcon? Moi je verrais bien l'aménagement d'une tour végétale d'un mètre 60 dans l'angle ici. Et peut-être au fond là-bas, mettre un petit cube végétal. On commence par encastrer le sol de la structure. La particularité de ce bois, c'est que c'est un bois qui est passé au four uniquement. Donc l'eau va glisser dessus et va pas pénétrer. Donc il est complètement imputrescible. Puis on crée la base qui va retenir l'eau avec des plaques qui se plient comme un jeu d'enfant. Des zones de drainage sont prévues aux angles. Je positionne des plaques en matériaux imputrescibles. Ces languettes, elles ont deux fonctions. C'est de libérer l'espace juste devant la plante pour pouvoir planter la plante. Et elles ont aussi une fonction de récupération d'un petit peu d'eau de pluie. On installe ensuite le système d'irrigation prévu pour la structure afin de distribuer l'eau à chaque étage de façon homogène. On vient mettre le substrat de culture autour du tuyau. Et ensuite, on va venir irriguer le substrat qu'on vient de mettre. Un substrat spécial pour retenir un maximum d'eau, c'est fondamental. Après le dernier étage, on passe à la plantation. On peut planter la plupart des légumes et des fleurs aussi. Les légumes seront uniquement des produits en plant et non pas des produits à semer comme le radis, le navet. Au total, la tour permet 48 espaces de plantation. Mais vous pouvez aussi modifier la hauteur de la structure. Alors, qu'en pense notre témoin ? Le fait d'avoir des cultures sur une tour végétale, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai beaucoup moins d'espace qui peut être utilisé par des mauvaises herbes, donc beaucoup moins d'entretien. Et puis l'autre intérêt, c'est que je n'ai pas à farfouiller dans la terre en me baissant jusqu'au sol. Et avec le système d'irrigation, la tour est autonome. Les plantes peuvent tenir plus de 15 jours sans être arrosées. Dernière astuce, si vous n'avez pas la place pour accueillir une tour, il existe un meuble végétal à 2 faces qui s'adapte à tous les espaces. Du coup, elle en a mis partout. Elle en a mis partout. Et là, c'est le début. Hein.
vous allez avoir vraiment une cascade végétale. Le bois va disparaître Ah bon, on les voit plus au profit des plantes. Ah, c'est drôle. Alors on met souvent les plantes qui ont besoin d'eau en bas, parce Ouais. que la gravité, bien sûr, de l'eau, c'est par le bas, et les plantes qui ont moins besoin d'eau vers le haut, comme les aromatiques par exemple. Merci beaucoup. Allez, on va s'attaquer. Je suis la femme fossile. Je suis. Je ne connais pas. Quand vous allez au cabaret de chez Michaud, ils en font une consommation incroyable. Mais c'est C'est pour ça qu'on connaît le fossile. Vous avez raison de le souligner. C'était Mardi Gras il n'y a pas longtemps. On s'est dit, OK, le fossile, c'est le déguisement. Le fossile, c'est les stars de cinéma d'il y a 20-30 ans. OK, c'est vrai, c'est ça le fossile. Mais ça bouge. Et ça bouge pourquoi? Parce qu'on est sur un marché qui est le marché du regard. 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe, quand même, le marché du regard. Complètement Ça s'appelle boosté. comme ça. Complètement boosté. Le marché du regard. Mais du produit pour le mascara, boosté notamment par le mascara. Et le fossile qui court derrière, pourquoi? Parce que technologiquement maintenant, on est capable de faire des franges extrêmement souples, extrêmement fines. Et là où il y a encore 5-6 ans, il y avait 4 références par marque, on arrive jusqu'à 11-12 références. On arrive à proposer des trucs pour les blondes, pour les châtains clairs, des nuances qui réveillent l'iris, le regard. Les blondes aussi y ont droit. Laurence Alfondari, Shirley Seba, vous allez voir, sont 2 spécialistes qui m'ont expliqué Est-ce que ça en fait quoi... encore fossile? Vous Eh savez bien ça, le problème. non, la preuve en image avec mes filles, regardez. Quand on maquille pour un maquillage de jour ou pour un maquillage de soirée, on peut aussi donc proposer une pose de fossile, donc que ce soit une demi-frange, une frange entière ou des petites touffes pour un peu intensifier donc le regard, pour une tenue éphémère, donc d'une journée ou d'une soirée. Alors, ce qui fait un bon fossile, c'est d'abord un fossile souple qui va s'adapter quand on va le poser à la paupière mobile. Ce qui est important aussi, c'est la colle qu'on choisit. Il faut une colle qui devienne transparente, qui ne vienne pas alourdir la paupière pour garder toujours cet effet naturel. L'étude du marché aussi nous a permis de voir qu'on va vers le fossile, mais pas forcément vers un fossile sophistiqué. On veut du fossile naturel, c'est pourquoi j'ai choisi des franges de couleurs comme du châtain, du brun, pas du noir très dense, et puis des demi-franges, du cil à cils. Les couleurs naturelles peuvent se mettre sur les personnes qui sont châtain clair ou blondes, sans qu'on voit qu'il y a du fossile. Ou ça s'adresse aussi aux malades, quand elles ont perdu leur cils, elles n'ont pas envie d'avoir une frange de fossile très sophistiquée. Parfois même une demi-frange va leur suffire. On a une gamme très étendue de 12 franges de fossiles, plus 2 gammes de propositions de cils à cils. Si on veut un effet naturel, on prend la frange de fossile la plus naturelle qui existe, avec des couleurs comme du châtain, du brun, pas du noir. C'est des franges pas trop denses, presque éparses. Si on veut un effet plus poussé, on a 2 options. Soit on met une demi-frange qui donne un œil de biche, soit on prend le cil à cils. Et là, on vient mettre du volume là où on en a envie, ou de la longueur. Pour une soirée ou quand on a envie d'un regard chargé, très dense, très intense, on va prendre la frange classique, très fournie, très noire. Qu'on soit dans le naturel ou dans le sophistiqué, il faut utiliser l'eyeliner pour bien fondre la racine des cils avec la colle. Et la petite touche finale, c'est de fondre le cil naturel avec le fossile en appliquant un peu de mascara. Pour la cliente, ça lui permet aussi de voir l'essai, de voir comment est-ce que ses yeux sont intensifiés grâce aux cils. Et ça lui permet aussi par la suite peut-être de faire une extension de cils qui durera entre 3 et 4 semaines. Elle est jolie sans, elle est jolie avec. Et Elle pas de problème. elles hein. sont devenues jolies toutes les 2, car elles étaient 2 et l'une de nos mannequins n'avait pas Elle forcément l'était énormément avant, ouais, franchement. l'habitude de se maquiller. Et le message, la nouveauté, c'est Oui, qu'il y a toutes quel est les le couleurs message possibles. C'est extrêmement souple. Ça ne ressemble pas du tout à une chanteuse de cabaret. On peut vraiment avoir un air complètement Ouais, naturel. cela dit, il vaut mieux savoir le poser. Hein. Alors, voilà, 20 minutes de galère les premières fois, 4 à 5 secondes ensuite. Les premières fois, il faut être réaliste. Au début, c'est un petit peu une galère, on essaye. Mais allez voir ce type de spécialiste, elle vous apprend à le faire tout de suite. Non, ça donne un truc tout à fait naturel. Et je pense à celles qui ont
passer des moments difficiles avec notamment des maladies. Il y a des histoirs de col hypoallergénique, etc., qui rendent franchement l'affaire intéressante là aussi. Très bien, merci beaucoup. Je poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Alors, j'espère qu'il a été voir, Vincent, le spectacle de Gérard Depardieu. Oh, probablement, qui chantait Barbara, bien sûr. Oui, probablement, bien sûr. Quoi qu'il est très occupé, monsieur de Dienne, William. Hein. Mais il est très occupé depuis combien de temps? Au fond, quand il a explosé, c'était chez une chaîne amie et néanmoins concurrente et inversement. Oui, chez Maïtena Biraben, ouais. chez Moi je dirais, Maïté. oui, voilà, il faisait une bio interdite sur Canal+. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il faisait quoi? Il faisait des papiers sur des l'invité, petits une bio drôle de l'invité. Et je me D'accord. souviens notamment face à François Hollande, le président en exercice, il a fait une bio un petit peu osée, qui a fait beaucoup rire le président. Et on s'est dit, ce garçon, franchement, il a du talent. Et donc là, vous le voyez chez Yann Barthès régulièrement, mais il est aussi sur scène, ce garçon. Et là, la claque, William, il vient d'avoir 30 ans. Moi, en tant que spectateur, je me suis pris une claque phénoménale. Ce garçon a une maîtrise de la salle. Il a fait 10 soirs au Trianon à Paris, à guichet fermé. Le producteur s'arrache les cheveux, mais dans le bon sens. Il rajoute des dates. C'est-à-dire qu'ils ouvrent une date. Quelques heures après, c'est complet. Non, mais il se passe un truc de fou, mais c'est mérité. Il a un public qui a le même âge que lui, je pense aussi. Alors, je vais vous dire, William, oui, mais pas que. Parce que maintenant, j'ai le réflexe de regarder autour de moi quand je vais voir des spectacles. C'est très large. Ça va, je dirais, de 20 ans, évidemment, les gamins qui le voient à la télé, jusqu'aux grands-parents. C'est-à-dire qu'il a un humour vraiment... Alors, je dirais que c'est subtil, c'est fin, c'est un peu absurde. Il est coécrit avec François Rollin. Il a, je vous dis, une maîtrise parfaite du tempo. Et surtout, parfois, William, on dit, vous voyez, cet humoriste, elle fait un peu du Foresti. Lui, il fait un peu du Gad Elmaleh. Ouais, c'est exact. Ce garçon, Vincent de Dienne, il fait du De Dienne. C'est-à-dire que son spectacle est un peu un ovni, ça ne ressemble à rien d'autre. Je pense que c'est un comédien aussi. Bien sûr. il D'ailleurs, me semble. le cinéma commence à lui faire je du pense pied. aussi. Il va faire une magnifique Il a une carrière. originalité aussi, c'est vrai, c'est qu'il est extrêmement sympathique, quoi qu'il dise. Mais en plus, quand il Et parle, ça, c'est curieux Bah oui. d'avoir chez un humoriste comme ça. Il est sympa. Ouais. Alors, il balance des trucs, ça fait rien. C'est sympa. Et je peux vous dire que 1000 personnes qui rient toutes les 10 secondes par vague, ça donne ça. Regardez. C'est Louis Jouvet qui me disait, tu sais... Ah, j'ai pas compris. Il me disait, tu sais, et il a pas fini sa phrase. Bonjour Vincent. Bonjour Damien. Alors, ce jeune prodige de l'humour dont tout le monde parle, c'est vous. Ma question sera donc simple. Cher Vincent, réalisez-vous ce qui vous arrive? Ça commence par une question dure. Ah bah ouais. Voilà. Pour être honnête, et ça m'énerve un peu, j'aimerais bien avoir plus le temps d'être chez moi et de kiffer un peu. Je suis célibataire, plutôt homosexuel, ce qui ne m'empêche pas d'être viril et de gifler des jeunes femmes. J'en reviens pas et en même temps je me dis bon bah tu l'as bien cherché parce que j'ai quand même tout fait pour que ça se passe comme ça mais vraiment j'en reviens pas. Comme le spectacle est en français, je préférerais si ça ne vous ennuie pas qu'on ne parle pas d'un one-man show mais plutôt du spectacle d'une solitude. Votre spectacle, c'est quoi? Un one-man? Un autoportrait? Une balade au fil de vos jeunes souvenirs? Ah, j'aime bien l'idée de la balade. Cadeau. C'est pas mal ça. Ouais, Cadeau. Merci. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. C'est un peu le cul entre plein de trucs. Ouais. Et c'est ça, c'est ce que j'avais envie de faire. J'avais envie que ça soit drôle, mais j'avais envie que ça soit pas que drôle et que ça ait une forme un peu hybride. J'aurais voulu être Yves Montand dans César et Rosalie. Faux! J'aurais voulu être Rosalie dans César et Rosalie. Faux! J'aurais voulu être Rosalie dans Yves Montand Rosalie. Vous êtes dur envers vous-même quand vous dites que vous étiez moche? Alors qu'à un moment, vous dites ça dans le spectacle. C'est vrai, à ce point-là? On est tous moches, adolescents. Non, moi je me souviens de copains en 4e B qui étaient bien énervants. D'un point de vue médical, je suis parfaitement en règle avec la médecine du travail, allergique à aucun médicament connu, cloison nasale refaite à neuf, bord d'un lourd appareillage dentaire pendant 4 ans. Je ne pratique ni le sexe en groupe, ni le covoiturage. Donc, un peu seul, un peu refermé sur lui-même, et il rêve, ce petit garçon, de faire rire les autres? Eh ben en fait, non, il le fait. Il fait rire les autres parce que c'est la seule manière de pas être... Exclu? Vraiment exclu, ouais. Bon, donc à 14 ans, je décide d'abandonner au moins pour un temps l'écriture pour me consacrer plutôt à mon physique. Ah, bon. En passant par tout ce qui sera soins et cosmétiques. Parce que bon, moche et drôle, j'avais compris que c'était une combinaison plutôt évidente. Mais merci. Mais je sais pas pourquoi, beau et drôle, ça me faisait envie. Dans un restaurant,
Quand quelqu'un est très drôle, on le regarde. Ouais. Et c'est la même chose avec les gens très beaux. C'est vraiment la beauté du pauvre, l'humour. Sauf qu'à mon avis, la beauté ne dure pas, alors que l'humour va durer. J'espère. Donc tous vos potes qui étaient super beaux en 4e B, à mon Niqué. avis, ils ont peut-être morflé là. Non mais c'est pas bête, Ouais. hein. Mais ouais. Et Dieu merci, il y a Facebook pour ça. On peut aller de temps en temps regarder et se réjouir. Ma mère Marie-Jeanne qui par jour fumait 2 paquets de gauloises brunes, sans filtre, le paquet bleu, avec le casque d'Astérix. Marie-Jeanne qui ne se souvient jamais que la cuisson des asperges à la cocotte c'est 8 minutes, mais qui se souvient qu'il faut regarder page 196 du livre de recettes pour le savoir. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Moi c'est Vincent de Dienne, oui, simplement, ôtez le masque jeune homme, hein, personne n'est là pour faire... Ah non, ce sont des problèmes de peau. Donc, il raconte, William, c'est quand il a pris les cours de théâtre, il était donc rempli de boutons d'acné, et donc ça, apparemment, c'est ce qui lui est arrivé. Il est absolument magistral. Alors, il est où, là, pour l'instant? Alors, il est, En il est attendant d'être il est devant au sa Stade de télé ce France, matin, il est William. où? Ce soir, il sera à Rodez. Il sera à Rodez, mais c'est complet. Il sera à Granville, Mont-Solémine, c'est complet partout, mais il rajoute des dates. Il va retourner en 2017, là où il est Et qui passé. l'a repéré, ce garçon? Laurent alors Ruquier. C'est Laurent. Il a du pif, Laurent, quand même, franchement. Il a un radar, lui. Hein. Ah, c'est absolument. Il a repéré Gaspard Proust, Michael Gregorio, également Vincent. Donc, 1er et 2 avril au Trianon, c'est complet à Paris. Il rajoute du 13 au 17 juin au Théâtre de l'Atelier. Dépêchez-vous, il doit rester quelques strapontins. Voilà. Merci beaucoup. Allez, en fin d'émission. Allez, on commence par du texte ou des photos? Des photos. Des photos? Des photos à la fois de belles photos, et puis c'est une plongée dans une région française qu'on montre peu. Le magazine Polka publie ce reportage à l'occasion de la campagne présidentielle, comme le dit le titre. Vous voyez, Ardennes, terre de campagne. Alors ça aurait pu être une autre région, mais l'idée est d'aller dans un territoire qui ne soit ni une grande ville, ni une banlieue, autrement dit, un territoire dont on ne parle jamais. Pourquoi on n'en parle jamais? C'est bizarre, ça. Parce que on parle des grandes villes, et puis quand on veut se donner bonne conscience, on parle de ce qui est juste à côté, donc les banlieues. Le reste, c'est trop loin. Vous rigolez, vous. Et alors là, personne ne parle d'eux? Assez loin, moi je connais bien, hein, je suis presque de par là. Alors les Ardennes ont quand même une particularité, c'est un des endroits qui a le plus fort solde migratoire. C'est-à-dire que tout le monde part et personne ne vient. Non. Et tout le monde déménage, c'est les Ardennes. Ouais. On ne s'installe pas aux Ardennes? Non, c'est les Champagne-Ardenne, et spécialement les Ardennes, c'est le pire département de ce point de vue. Département aussi de vieille industrie, qui en général est aussi mauvais signe, parce que désindustrialisation de la France, depuis des années, les usines ferment, plus souvent qu'elles n'ouvrent. Alors celle-ci, elle fonctionne, hein. C'est une fonderie près de la frontière belge. Mais comme partout ailleurs, il y a des jeunes qui s'ennuient, qui attendent la fête foraine annuelle avec impatience. Il y a aussi de jolis coins avec des forêts. C'est un département très forestier, bien sûr, les Ardennes, avec un lac où les habitants vont se baigner quand il fait beau. Il y a plusieurs pages de photos noir et blanc avec un traitement volontairement artistique. C'est aussi ça, un bon reportage. Le journal a rencontré, par exemple, Dylan qui espère décrocher un CDI dans l'entreprise où il est actuellement en intérim. Sa copine Magdalena qui veut devenir aide-soignante. Les deux disent qu'ils voudraient déménager près de la mer. Mais qu'avant, il faudra réparer le scooter qui est souvent en panne. À côté, vous voyez un monsieur qui a créé un mini-cinéma dans une estafette. Ouais. Le chômage a un peu baissé dans le département, mais il y a toujours autant de commerces fermés dans les petites villes des Ardennes comme d'ailleurs. Vous savez, il y a des zones industrielles et commerciales à l'extérieur, et en attendant, l'épicerie de l'intérieur de la ville ferme. Les jeunes passent leur après-midi de liberté au football ou bien à la pêche. Donc c'est la France telle qu'elle est, dans les pages du magazine Polka. Très beau reportage. Complètement autre chose, je passe à Paris, mais finalement, c'est pas si différent puisque c'est aussi la vie quotidienne des Français. Le magazine 75 se demande consterné pourquoi la lutte contre la pollution passe pour une lubie de bobos qui n'ont que ça à faire, alors que rien qu'à Paris, la pollution entraîne la mort de 3000 personnes chaque année. Donc agissons contre la pollution, titre ce dossier. On apprend, par exemple, que Paris est très en retard sur Londres. Le plan pour faciliter le vélo à Paris n'est doté que de 150 millions d'euros à Paris, donc, alors qu'à Londres, c'est 1 milliard. Donc 6 fois plus. Et oui. Oui, Anne Hidalgo s'en prend plein la figure quand elle essaye de développer le vélo, mais on est très en retard. Il y a aussi des applications pour smartphone dans ce dossier qui vous aident, ces applications, à conduire en consommant moins d'essence, ou bien applications qui facilitent le covoiturage. C'est nommé respectivement, vous voyez, Drust ou Caros. Donc intéressant papier pour lutter contre la pollution dans le magazine 75. Et dans le même ordre d'idées, c'est toujours de l'écologie. Pour éviter le gaspillage, le magazine Vital vous informe que désormais, des supermarchés lancent une gamme de confitures faites à partir des fruits trop mûrs qui étaient restés invendus dans leurs étalages. Certains supermarchés de Paris et de Seine-Saint-Denis, par exemple, alors c'est les confitures Rebelles, c'est leur nom. En plus, elles sont fabriquées localement à Romainville. Plus d'infos sur le site web
confiturerebelle.fr. J'ai encore le temps ou pas? Non, on me dit non. Bon, je vous parlerai de Patrick Devers tout à l'heure dans la deuxième. Voilà. Les confitures rebelles. Vous en trouvez pas partout, attention. Mais qu'est-ce qu'elles ont de... Elles sont belles et rebelles. Bah oui, c'est parce que c'est vraiment les fruits trop mûrs que les supermarchés n'arrivaient pas à Très vendre. sucré alors, non? Eh ben, de toute façon, pour les confitures, on prend en général les fruits un peu presque blés. Vous savez, c'est comme ça qu'on fait les bonnes confitures. Ouais. Là, c'est le principe, mais en plus, ça récupère des fruits qui partaient à la poubelle. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Allez. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, aux déesses de pierre. Quatre boules de C'est une nouvelle discipline, elle porte un nom? Le chess boxing. Pardon? Chess boxing. Vous écrivez ça. Échecs et boxe. Ah oui. Voilà, Bah, tout simplement. chess, les échecs. Alors Tout évidemment, simplement. c'est une activité très originale. Pourquoi? Parce que on va associer le travail intellectuel, le travail cognitif des échecs. On sait que les échecs, c'est très extraordinaire pour la mémoire, pour nous faire, pour développer nos neurones. Et en même temps, on va travailler nos muscles, on va travailler la rapidité. En même temps. En même temps, notre système cardiovasculaire. Vous savez que la boxe, c'est vraiment un sport idéal pour avoir une bonne condition physique. Alors voilà, en fait c'est très simple, on va séquencer la séance en plusieurs ateliers. On va commencer par s'échauffer, boxer, aller sur un atelier avec les échecs, ouais. on va s'affronter avec les échecs et après on retourne Et sur après, le on se ring met des et pains. on revient et on repart et on revient et c'est une Est-ce activité. qu'on déplace les pièces avec les gants de Avec boxe? les gants, bien sûr. Alors non, ils ont le temps Avec les d'enlever. dents. Avec les dents. Ils ont le temps d'enlever les gants de boxe. Alors évidemment, nous avons voulu vous faire découvrir cette activité. Nous avons pris notre caméra. Nous avons traversé la Manche, direction Londres, dans un club mythique, vraiment un club où on transpire. Ça sent vraiment la boxe là-bas, mais cette fois-ci, le samedi matin, le club est réservé pour les échecs et la boxe. On regarde. Starting now. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le chessboxing a débuté ici à Londres il y a plus de 8 ans, en 2008, et depuis il connaît un succès grandissant. Il y a de plus en plus de pratiquants grâce notamment aux combats qui sont organisés 4 fois par an le samedi dans le temple de la boxe à Londres. C'est devenu très populaire. Keep your hands up at all times. Move in, move in. And keep your hands up. You're going to drop them. Le principe du chessboxing, c'est de pousser son cerveau à travailler à son maximum alors que le corps est épuisé. Allez, c'est fini, aussi vite que possible. On retourne à la table d'échecs pour continuer sa partie. Les cours sont organisés autour d'un travail successif de séquences de boxe et de parties d'échecs. Cela permet d'apprendre et de progresser dans les techniques de chaque discipline, mais avant tout de se surpasser. C'est-à-dire de jouer aux échecs sous pression en ayant accumulé de la fatigue. C'est le moment d'y retourner, aussi vite que possible. C'est reparti pour un round. Je pense que le chessboxing donne une approche différente de la vie. Et ça va permettre de s'améliorer dans beaucoup d'autres domaines. Les échecs poussent le cerveau à réfléchir d'une certaine manière. Ça rend pas forcément plus intelligent, mais c'est un peu comme la gym. Si tu entraînes ton corps, ta forme s'améliore. Les échecs sont aussi une manière de travailler l'anticipation, la stratégie et l'analyse tactique. Résultat, on réagit mieux aux situations de stress. On devient une meilleure personne. Je suis français, j'habite à Londres depuis 3 ans. J'ai découvert le chessboxing il y a 1 an. J'ai rencontré Tim. Et j'ai découvert l'activité parfaite parce qu'on travaille en même temps le mental et le physique. Et on doit passer très rapidement de la boxe aux échecs. Donc il faut travailler surtout beaucoup sur la respiration. Ça aide vraiment. Donc dans la vie de tous les jours, ça m'a apporté pas mal de choses. Donc de me sentir mieux, plus en forme, et aussi au niveau de la concentration. De pouvoir gérer le stress, les activités physiques et autres. C'est très important d'être rapide physiquement, mais aussi avec son esprit. Il faut savoir prendre des décisions, c'est une discipline parfaite pour ça. J'ai trouvé ça très dur. C'est la première fois que j'essaye, mais ce ne sera sûrement pas la dernière. Combien de temps dure chaque séquence?
Alors ça dépend du niveau, parce qu'il y en a qui sont un peu plus fatigués que d'autres, parce que la boxe, les séquences de boxe sont vraiment difficiles à suivre. En général, c'est 3-4 minutes, ça peut être 10 minutes, Oui. et après on se repose. On se repose ou on attaque Non, tout de non, suite on attaque tout de suite. On se repose physiquement, mais finalement, il faut qu'on s'attaque à l'échiquier, donc on doit être très concentré. L'objectif, vraiment, c'est ça, c'est d'aller vers la concentration quand le corps refuse toute activité. C'est-à-dire qu'on est épuisé, on n'a plus de ressources, et là, vous devez trouver l'énergie, la concentration nécessaire pour pouvoir vous affronter. Là, on fait une séquence, on va dire, allez, 6 minutes pour la boxe, et hop, on s'arrête, on y va aux échecs, 6. Mais on en fait combien de fois, ça? À plusieurs, pendant 1h30. Ça dure environ 1h30. Alors, il y a l'échauffement, après, il y a les étirements. Énorme. Et là, vous voyez, c'est maintenant 4 fois par an à Londres. Et bien, il y a un combat qui est retransmis à la télévision. Ça fait un buzz extraordinaire où on voit les gens, les boxeurs, s'affronter à une partie d'échecs et après une partie de boxe. Est-ce que ce sont des boxeurs qui ont appris à jouer aux échecs ou l'inverse? Ce sont des joueurs d'échecs qui se mettent des pains et ils ont appris? Non, en général, ils connaissent déjà les 2 disciplines. Mais ils peuvent être débutants aussi. Donc, Et on a progresser. des idées toutes faites sur le fait que les sportifs Voilà. n'ont rien dans le crâne. Eh bien, pas du tout. Eh ben voilà. La preuve que non. Ça, c'est dit. Qu'on se le dise. Merci beaucoup. Ouais, c'est bien ça. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, une musique, c'est un peu triporteur, comme dans le film. Avec Darry Cole à l'époque. Il avait une petite musique qui l'accompagnait comme ça pendant tout le film. Alors, on va s'adresser à la gastronomie, celle du triporteur de Télématin avec Loïc Ballet qui s'installe dessus. Nous allons dans un restaurant où, on peut le dire, le repas se mérite. Il faut y aller là-haut, quoi. On est où, là? Alors là, on va en Savoie-Mont-Blanc, on est à Salanches, juste au-dessus de Salanches. C'est un endroit merveilleux, c'est pour moi un endroit qui se mérite parce qu'il faut monter, il n'y a pas de route pour monter. C'est-à-dire que soit on monte en raquette, soit on monte en ski de fond, voilà, ou en hélicoptère comme nous. Oui, nous on a pris un petit hélicoptère. Oui, vous êtes des privilégiés. La carlingue n'est pas légère, William. Ça fait à peu près 60 kilos, vous le avez monté le triporteur. triporteur aussi? Ah bah oui, bien sûr. Bah, non, nous sommes inséparables avec le triporteur. C'est un principe. Si le triporteur ne vient pas, je ne viens pas. Hein. Voilà. Et c'est un peu l'idée. Et là-haut, on est allé dans un... C'est une ferme, c'est une auberge, c'est un refuge. C'est un lieu où on peut dormir aussi. Et surtout, on peut repartir après le repas en luge. 3,5 km de piste damée excusez-moi. et pour la luge, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Et les pneus, vous avez des pneus neige? Comment vous faites Alors, on a des pneus tout terrain. Voilà, on a des pneus tout terrain qu'on crève de temps en temps, mais ça on vous le dit pas. Et non, mais en tout cas, c'est un lieu incroyable parce qu'il faut s'imaginer que Damien, celui qui tient l'établissement, il a 32 ans. C'est un bon âge, c'est le mien. Et surtout, il a un mérite incroyable. C'est-à-dire qu'il ne dort pas. Il tient le restaurant. Il est en cuisine. Il part damer la piste. 3,5 km de piste à damer tous les matins et tous les soirs. Parce que sinon, il n'y a pas de clients. Et puis surtout, il faut aller chercher par moments les clients aussi. Et il a des véhicules assez drôles qu'il a acheté des anciens véhicules militaires de l'Union soviétique. Donc ils sont assez rustres avec des chenilles. On a l'impression qu'on part sur Mars. C'est assez incroyable. Et surtout, vous avez la plus belle vue sur le Mont Blanc. Il n'y a pas de buffet par hôtel encore? Incroyable. Non. Sinon, on y resterait parce qu'une fois qu'on a fait ça, ça mérite de rester. Il y a un refuge, on peut rester dormir, c'est-à-dire qu'il y a un dortoir où nous avons tous dormi avec l'équipe, voilà, et le triporteur. Mais bon, ça, on n'a pas tout filmé, hein, bien sûr. Hein, non, il vaut mieux pas. Voilà. Allons-y. Allez. Aujourd'hui, le triporteur monte à 1500 mètres d'altitude dans un refuge. Alors forcément, on a mis des élingues à notre engin et on a appelé notre copain Christian Bujon. Allez hop, en route! Bon, Christian, on pouvait pas commencer ce sujet sans vous, hein? Ah bah ouais, ça me paraît un peu compliqué, surtout quand on va très haut là. Alors, là, les refuges comme ça, en hiver, vous en ravitaillez beaucoup ou pas? Oui, on en ravitaille pas mal, notamment pour le ski de printemps. Ils sont inaccessibles, donc on les ravitaille avec l'hélicoptère. C'est une bonne adresse, là, hein? Ah, très très bonne adresse. On s'est pas trompé, hein? Non. Là, on est début de soirée. Voilà, et en fait, c'est le seul restaurant où moi, je suis venu dormir. C'est ça. Tu as passé une bonne nuit chez nous. On a un concept un petit peu sympa où les clients viennent dîner. Soit ils montent à pied, soit on va les chercher avec les chenillettes. D'accord. Et ils descendent en luge nocturne. Et alors, juste quand même, il dit rien, mais entre le moment où il est avec nous et le service, vous allez damer.
Voilà, on va remettre un petit coup sur la piste pour que ça soit super pour la luge. Ouais. On va chercher des clients. D'accord, 80 ce soir, je crois. 80, voilà. Quand même. Après, je passe en cuisine avec mon équipe. D'accord. Et puis après, j'accompagne tout le monde pour la descente en luge. Ok. Et en fait, le soir, vous êtes content de retrouver votre lit, non? Ouais. C'est court, hein. La nuit est courte, hein, je crois. hein. Parce qu'il y a les petits déjeuners après. Ah oui, bah oui, C'est forcément. qu'il reste dormir. Ah, mais ça, c'est pour la nuit. Voilà. Allez, on y va, on monte avec vous? Allez. Et alors, après avoir dégusté une bonne fondue et une tarte à la myrtille, on a le choix de repartir en luge, direction Salanches, ou de rester dormir au-dessus du restaurant. Bon, nous, on a pris la deuxième solution. Allez, on se retrouve pour la recette demain matin. Et alors là, je me dis quoi? Qu'on a la plus belle terrasse de toutes les Alpes? Le plus beau panorama qu'on puisse avoir. Décor naturel, hein? 100%. Alors, les bougnets de Torgneux, c'est quoi? C'est les beignets de pommes de terre, en gros? C'est les beignets de pommes de terre. Voilà. On prend des pommes de terre, on les épluche. Ouais. Ensuite, on les râpe. D'accord. Avec une râpe à carottes. On met les œufs, on les mélange en omelette. D'accord. Avec le persil, l'ail, le sel. D'accord. Et le secret du chef. Ouais. Voilà, Ah, qu'on d'accord. dira pas, mais... Ah, en fait, vous nous dites pas tout, en fait. Ah, on dans dira cette pas recette. tout. Et là, il y a quand même un secret, c'est qu'il faut une poêle. Et il faut 2 poêles, en fait. Il faut essayer d'avoir 2 poêles. Ouais. Voilà, pour faire 2 cuissons. C'est à 130 degrés la première cuisson pour coller la pomme de terre. Ouais. Pour que l'amidon reste bien à l'intérieur. Et une seconde cuisson pour saisir la pomme de terre. En fait, c'est comme la frite belge. C'est un peu pareil. William, les bougnettes, le Mont Blanc, le tout à Torgneux. Là, c'est le paradis, en fait. C'est ça, c'est le paradis. Il n'y a que ça de vrai. C'est bien la tougnette. La bougnette. Une bougnette, voilà. En fait, À l'apéro, ça doit être formidable. c'est ça, non incroyable ça. Dans le Massif central, on appelle ça la râpée, vers chez moi. Et là-bas, c'est la bougnette, voilà, la bougnette de Torgneux. C'est une pomme de terre qui est râpée comme Ça se ça. mange comme ça, comme un... Alors là, vous en mangez des hectolitres. Voilà, c'est ça qui est génial. Voilà. En tout cas, le lieu est incroyable et je voulais le saluer parce que son travail, il ne dort jamais pour s'occuper de ses clients. Et son but tous les matins, c'est de vous accueillir. Et ça, c'est plutôt beau. Il faut Voilà. remercier aussi le Alors, pilote d'hélico, là. Christian Blujon, il nous regarde tous les matins. Ah bon? Voilà, quand il est Même pas en le hélico. samedi Même le samedi, surtout le samedi. Ah et bon voilà. Et alors, justement, il ravitaille tous ses refuges, il ravitaille tous ses lieux. Et quand on l'a appelé, il a dit pas de problème. Là, je vous emmène le triporteur comme ça, voilà. Voilà. Un jour, on va le poser sur le Mont Blanc, ça serait rigolo. Ou alors posez-le ici. Oui, voilà, voilà. Oui. Je sais pas si on a le Pas droit mal. ici. Ouais, Non, pas on a mal. pas- non, bon, voilà. d'accord. En tout cas, c'est à Salanches et c'est le refuge de Torgneux. Voilà. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Non, il s'agit toujours de vente, hein, bien sûr. Vente hein. aux enchères qui Oui. a lieu mardi prochain à Drouot, organisée par la maison de vente Binoche et Giquelot. Et il s'agit, William, d'une vente d'histoire naturelle et de curiosité naturelle. Alors pourquoi Alors, dans est-ce qu'on dit laquelle- Jurassic Park? Pourquoi? Parce que, en fait, dans cette vente, il y a toutes des petites merveilles de la nature, des météorites, des coraux, des animaux Oui. empaillés, tout ce genre de choses. Et- Mais il y a aussi des squelettes de dinosaures, William. Voilà. Donc là, par exemple, dans cette vente-là, il y a un très beau crâne de Triceratops et un pteranodon, vous savez, c'est ce reptile volant. Donc, Non, mais il y a des collectionneurs de ça. il y a des collectionneurs, bien sûr. C'est un petit monde. Oui, c'est un petit monde, hein, c'est ils des sont- collectionneurs. ils sont entre eux, c'est il une y a- famille. Non, voilà. Non, mais ils sont assez nombreux. Et ce sont des pièces qui restent rares aux enchères. Parce qu'en fait, ce qui est rare, c'est d'avoir des spécimens de grande qualité, complets ou quasi Ouais, complets. ouais. Bon, nous, ce à quoi nous sommes intéressés, ce sont en fait les conditions. Comment on retrouve ce type de squelette une fois qu'on les a retrouvés? Enfin, où est-ce qu'on les retrouve? Déjà, il y a différents types de gisements. Il y a les grandes plaines des États-Unis, il y a les déserts. Ce sont des endroits que les géologues et les paléontologues connaissent bien. Mais une fois qu'ils ont découvert ça, qu'est-ce qu'ils font? Comment on fait pour les extraire? Et puis comment on fait aussi pour les reconstituer? Comment il faut pour arriver à avant les musées qui, eux, se Ah ravitaillent? bah, oui, ça c'est l'histoire des professionnels, des Ouais. paléontologues. Justement, nous sommes allés à Trieste, en Italie, dans un laboratoire. vous étiez à Trieste? Oui, magnifique petite ville, laboratoire de paléontologie qui justement prépare ce genre de bêtes avant les ventes aux enchères. Regardez. Il y a un focus opéré sur ce dinosaure dans la mesure où il est d'une part magnifique, mais surtout
C'est une espèce qui correspond exactement à l'idée qu'on peut se faire du monstre du Loch Ness. C'est un grand dinosaure marin avec un immense cou et une petite tête parée de monstrueuses dents. Et donc, il a ce caractère très fort dans l'inconscient collectif d'aujourd'hui. Le moment initial de la découverte a été l'excavation d'une nageoire, l'une des caractéristiques principales de la bête. Ensuite, nous avons prospecté toute la zone et on a immédiatement retrouvé une part significative d'un crâne, puis toute une série d'os compatibles avec les premiers échantillons. À partir du moment où on localise un fossile intéressant, on détermine une zone de travail, puis on creuse tout autour pour couler un sarcophage de plâtre et isoler du sol les fossiles. Ce sarcophage est ensuite extrait du sol et transporté au laboratoire pour être étudié. Quand les échantillons arrivent, les os sont attachés les uns aux autres. Une des premières phases est de les séparer de façon à pouvoir les remonter dans la position exacte. Car durant la fossilisation, ils ont pris des positions incompatibles avec le montage du squelette. Là, par exemple, on réintègre les parties manquantes pour reconstituer l'intégralité du crâne, grâce à un moulage que nous avons précédemment réalisé. On utilise une résine époxy qui, en durcissant, se substitue parfaitement à l'os manquant. Ensuite, on travaille sur les couleurs. Les parties reconstituées sont laissées volontairement en blanc pour bien différencier l'os original de la reconstitution. Et dans le cadre de cette vente aux enchères, chaque exemplaire est accompagné d'une fiche technique qui détermine pour l'acquéreur les parties originales des parties reconstituées. Et sur la fiche technique, il y a 2 couleurs. Mais là, sur celui qu'on a vu reconstitué... Alors, sur celui qu'on a vu, il était là quand on est allé tourner dans le laboratoire. Il s'appelle le Zaphrasaura oceanis. Il sera exposé à Drouot. Il n'est pas à la vente, hein, celui-ci. Mais c'est une pièce extraordinaire. C'est un nouveau type de dinosaure qu'on a découvert en 2011 au Maroc. Reconstitué parce qu'il en manquait... Très peu, très peu. Il est complet à 75%. C'est une pièce exceptionnelle. Et on voit les pièces reconstituées On les voit, non. Alors, si on a un œil, bien sûr, on voit. Mais je pense que, bon, voilà. Non, on ne peut pas s'en apercevoir. On le voit seulement sur la fiche technique. Il est exposé aujourd'hui et lundi à Drouot. Il n'est pas à la vente, mais exposé. Alors ça, c'est incroyable. C'est un œuf d'épiornis. Ce sont les plus gros œufs de la planète. L'épiornis, c'est un oiseau de Madagascar qui a disparu au XVIIe siècle. C'est un peu comme le dodo de l'île Maurice. Et en fait, voilà. Ce qui est drôle, c'est que l'épiornis, il est un tout petit peu plus gros que l'autruche, mais il fait des œufs. L'autruche, ce serait assez étonnant. Il fait des œufs 8 fois plus gros. Il est 8 fois plus gros que l'autruche, donc c'est incroyable. Ça, c'est ce genre de petites choses. C'est très léger, voilà. C'est tout léger. Et on voit bien les aspérités, il est fossilisé, il y a des calcifications. Donc ça, c'est un œuf qui date du 16-17e siècle, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est un prix. Ben, c'est un prix, exactement. Aux alentours de 15 000 euros. Je crois que l'estimation, c'est entre 15 et 20 000. Ça fait cher le mètre, quand même. La vente a lieu mardi à Drouot à 16h. C'est prix de départ. Ça, c'est l'estimation. Ça va partir un petit peu, on va démarrer un petit peu en dessous, et puis après, les prix vont monter forcément. Merci beaucoup. On va parler tout à l'heure. Frédéric Donovan Zetoun, vieille famille irlandaise de Sidi Bou Saïd.
vous parler de Celtic Legend. C'est toute ma culture qui parle, William. Je suis un petit peu ému. Alors, c'est vrai que depuis 20 ans, il y a vraiment pléthore de troupes. Il y a eu les Irish Celtic, il y a eu les Lord of the Dance. J'ai vu ça. Ils sont formidables. Et là, pourquoi nous avons pris les Celtic Legends? D'abord parce qu'ils fêtent leur 15e anniversaire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il y a vraiment des musiciens sur scène. C'est-à-dire qu'il y a une partie musicale et une partie dance. Et vous avez l'impression d'être vraiment dans un pub avec 6 musiciens irlandais qui jouent pour de bon. C'est un vrai concert autant qu'un spectacle de danse. Et puis, la troisième bonne raison, c'est qu'en fait, cette troupe a été montée, a été produite par un Français, un certain Éric de Sauvage, qui un jour est parti en Irlande. Qu'est-ce qu'il a fait en Irlande? Il n'est pas allé que dans un pub. Il a rencontré une charmante Irlandaise et il a épousé. Il s'est dit, c'est bien chez toi. Donc, il y a des pubs et il y a aussi de la danse. Et donc, voilà, il a décidé de créer au plus près de l'authenticité une troupe irlandaise, en prenant vraiment des gens qui viennent de là-bas. C'est vraiment intimiste comme spectacle, c'est très très beau. Est-ce qu'en Irlande, il y a autant de troupes que celles que l'on voit qui passent en France? Parce qu'on se dit, alors ils sont tous comme ça là-bas, ils dansent tous les bras. Et vous savez pourquoi ils dansent comme ça? Parce qu'ils sont étroits. Il y a ça, alors, il y a le coup de la caravane, c'est vrai, mais surtout à l'époque, c'était un acte militant. À l'époque où les autorités anglaises ne voulaient les autorités britanniques ne voulaient absolument pas que cette culture soit là. Voilà. Donc en fait, ils passaient dans les pubs, ils surveillaient pour voir, et donc ils dansaient comme ça pour qu'on ne voit pas les jambes seulement bouger. Et donc en fait, c'est vraiment un acte militant. Les gens qui sont là, d'abord, ils dansent pas longtemps parce qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus de hanches, ils n'ont plus de genoux et ils n'ont plus de chevilles. C'est extrêmement physique, comme va nous le raconter Jacinta, qui est la chorégraphe. Ils étaient à l'Olympia et franchement, on a passé un très très bon moment. Regardez. Voilà maintenant quelques 20 ans que tous les ans, des compagnies irlandaises viennent faire danser le public français. À tel point qu'avec toutes ces gambettes, toutes ces claquettes, on ne sait plus où donner de la tête. Alouette. Eric, quelle est la spécificité de Celtic Legend? La faut remonter aux origines de la création de Celtic Legend. 1994, Riverdance gagne l'Eurovision. À partir de ce moment-là, le phénomène irlandais s'étend à l'ensemble de la planète. Super spectacle, mais au goût des Irlandais, un peu trop américanisé. Avec quelques amis musiciens et danseurs là-bas en Irlande, on s'est dit qu'il faudrait vraiment que l'on tente notre chance et que l'on voit la réaction du public par rapport à cette production authentique irlandaise. Comment un jeune producteur français devient un jour producteur de spectacles irlandais? Il y a 22 ans, j'ai rencontré une Irlandaise et progressivement, c'est là où j'ai vraiment découvert ce qu'était l'Irlande. Et j'ai vraiment été intrigué par cette musique qui est entraînante, qui est volcanique, qui est très énergique. Et les danses sont vraiment uniques au monde. Jacinta, quelle est la place de la danse dans la culture irlandaise? Elle tient une place énorme dans notre culture, et encore plus actuellement en Irlande, où à l'heure de la mondialisation culturelle, les gens se sentent plus forts en revendiquant leur propre danse. À quel âge un danseur irlandais est-il considéré comme un vieux danseur? Pour la compétition, je dirais 20 ans maximum. Après, ils peuvent faire du spectacle et devenir danseurs professionnels jusqu'à 30 ans pour les garçons, probablement, et pour les filles, 26-27 ans. À cause des genoux, je présume? Les hanches, les genoux, les chevilles. Ce n'est pas une technique comme celle de la danse classique, non. C'est beaucoup plus dur pour le corps. Moi, j'aime bien ce côté, voilà, le village gaulois qui résiste à l'envahisseur et qui reste sur ses traditions et sa culture très très forte et qui défend notamment sa musique, sa langue, l'irlandais est une langue, et sa danse. En l'occurrence, là, c'est plutôt le village irlandais. En l'occurrence, c'est plutôt le village irlandais. Merci de me corriger sur ce point. Combien sont-ils? J'ai essayé de les compter, à 20, à 25, non? Ils sont une trentaine en tout avec les musiciens. Une trentaine en tout avec les 6 musiciens. Et en 2 heures de temps, vous faites un voyage en Irlande sans vraiment quitter votre ville. Là, ils sont partout en France. Les dates sont apparues. Les 11 et 12 à Nantes, le 14 à Angers. Allez les voir, franchement. C'est un spectacle familial, fédérateur. On passe un bon moment. Mais il y a Montfou. C'était à l'Olympia. Il n'y avait pas un strapontin de libre. Vraiment, vraiment. Ça continue à faire recette. Et on comprend pourquoi. Merci beaucoup. Et bonjour. You give me the sweet
Merci beaucoup, madame, messieurs, bonjour. Si vous venez d'arriver, vous êtes bien à Télématin. C'est le Télématin du samedi et on traite de l'actualité ici, de l'architecture et du design aussi. Mais alors, vous enlevez architecture, en tout cas pour aujourd'hui, design, vous gardez, parce qu'on va vous parler du salon Art et Déco. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se passait où et c'était quand? Alors, c'était le week-end dernier, ça se passait à la Halle de la Villette, qui est quand même un bâtiment, déjà rien que pour le bâtiment, on peut y aller, c'est dans Paris. C'est un pavillon qui a été construit par un des élèves de Baltard, donc en structure métallique, et se tenait, donc vous le disiez, le salon Art et Décoration, lié au magazine du même nom. Donc, ça voulait dire que forcément, on allait trouver de très belles choses. Et la différence par rapport à tous les salons dont je parle d'habitude, c'est que celui-ci était destiné à vous, grand public. Et là, vraiment, pareil, ça a très très bien marché. Hein. Je crois c'est la deuxième édition, deuxième année. Ils ont doublé le nombre de visiteurs. Parce que l'offre est intéressante aussi globalement, c'est-à-dire qu'il y avait des conférences, il y avait des coachings avec des décorateurs, l'Union des décorateurs était là, enfin bon, c'était extrêmement bien ficelé. Après, il y avait des artisans d'art, il y avait avec ce des qui démonstrations représente... Non, pas de démonstration. Il y Moi, avait j'aime des bien petits quand il y a ateliers. ça. Ouais, Ouais. c'est vrai Bien qu'il aussi, faut hein. absolument développer ça parce que les gens adorent, ça fait rêver. On voit un petit peu tout le processus de fabrication. Alors, ça représente vraiment ce qu'est la France dans toute sa splendeur des arts décoratifs. Et je trouve que rien que pour ça, ça donne de bonnes idées. C'était une belle balade. Je vous le recommande l'année prochaine puisque là, il est fermé. Regardez. On est parti du constat qu'il n'y avait pas de salon décoration grand public, notamment dans Paris, qui s'adresse directement aux particuliers, où le particulier peut s'informer, repérer, acheter aussi. Il y a deux types d'animations essentielles. Il y a les coachings déco gratuits, il y a également des conférences. Cette année, la petite nouveauté aussi, c'est qu'on organise des ateliers autour de la création de terrariums. Parler des tendances, moi ce que je sens c'est un retour très fort des matières naturelles, alors le bois bien évidemment, du marbre, de la terre cuite. Les Français sont très attachés à leur patrimoine, donc ils aiment rénover, ils aiment à la fois apporter de la modernité mais en conservant l'ancien. L'artisanat d'art est évidemment un avenir, le public est à la recherche de pièces personnalisées. Nous, on a créé un site pour permettre aux consommateurs d'acheter très simplement des meubles fabriqués par des artisans français et réalisés sur mesure. Donc notre métier, c'est vraiment de fédérer et de sélectionner des artisans un peu partout en France et de donner accès au grand public à ces créateurs. Vous avez plus de 30 000 artisans en France qui fabriquent des meubles. On ne les voyait plus par rapport aux gros acteurs. L'idée avec l'Internet, avec un site comme le nôtre, c'est vraiment de les outiller, de leur permettre finalement d'accéder de nouveau au marché du meuble et aux consommateurs. Je pense que ce salon est représentatif, oui, des arts décoratifs parce qu'on a de très nombreux corps de métier. On a des céramistes, on a une très ancienne maison de papier peint qui date du milieu du 19e. Et puis il y a des ébénistes, de très nombreux ébénistes. Donc je pense que de ce point de vue-là, le salon est non seulement en accord avec la ligne éditoriale du magazine, mais avec son histoire aussi, puisque Art et Décoration a été fondé en 1897 et a accompagné tous les grands mouvements des arts décoratifs. Voilà, ça c'est parce que vous l'aviez raté. Mais vous ne saviez pas que c'était disponible pour le grand public. Alors voilà. Ben voilà, mais l'année prochaine, on le traitera et on leur conseille quoi à ce moment-là, ce que vous disiez, Non, là, il faut de faire peut-être des le démonstrations. un peu plus tôt, de Oui. façon à ce que le public puisse y aller. Puisse y aller. Voilà. Ben, on D'accord. ira dans les ateliers, en amont et en aval. Merci. Tu l'enlèveras au montage, hein? Oui, on peut l'enlever. Très bien. Soyez les bienvenus à la ferme du bonheur. Bon, on vous a tout dit dans la chanson, vous avez compris. On traite aussi l'actualité du tourisme ici
à Télématin, notamment le samedi, avec Marie-Dominique Perrin. Le tourisme en France, of course. Et là, il s'agit de faire. Pourquoi? Parce que c'est le salon de l'agriculture qui l'a inspiré. Il y a beaucoup de maisons d'hôtes comme ça. Dans des fermes de moins en moins. Autrefois, c'était vraiment là qu'elles ont commencé. Puis maintenant, les city breaks, les city breaks, on appelle ça, c'est-à-dire des chambres en ville, ça a pris pratiquement plus d'importance, alors que l'origine, c'était dans des fermes. Eh bien voilà, je vous en ai retrouvé. Alors, 2 authentiques fermes-auberges. Qu'est-ce qu'une ferme-auberge? C'est une ferme où on peut se rendre pour aller manger comme dans un restaurant, mais ce que vous mangez, la plupart du temps maintenant, ce sont des produits bio et ce sont des produits en grande majorité issus de la ferme. Alors j'en ai 2. La première, elle est dans le Haut-Doubs, dans les montagnes du Jura, tout près de la Suisse. C'est un éleveur de vaches à lait qui fabrique aussi du comté, qui vous propose de résider dans une ferme fortifiée dont les origines remontent très très loin. Et vous assistez, en prenant votre petit déjeuner, à la traite des vaches qui vous fournissent le lait du petit déjeuner. Oui, vous allez voir, c'est grâce à une astuce. La deuxième adresse, elle est aux confins du Poitou et de la Touraine. C'est la dernière ferme-auberge de la Vienne. Et là, c'est une dame, elle revenait tout juste du salon de l'agriculture parce qu'ils sont 3 éleveurs en France de moutons de race Dorset et elle venait de présenter quelques-uns de ces beaux spécimens. Voilà. Un peu court sur pattes, oui. Voilà. Et la dernière adresse, alors là, c'est une belle ferme charentaise qui n'est plus une ferme, qui a été reprise par un couple de designers et qui l'ont transformée, métamorphosée, mais sans qu'elle perde son âme. C'est une authentique ferme en architecture de l'époque. Mais depuis, c'est devenu beaucoup plus tendance, effectivement. Mais il y a toujours une référence aux gens qui sont des paysans de leur qui ont habité là. entourage. Voilà. D'accord. On commence par le Haut-Doubs. Allez. Nous sommes dans le Haut-Doubs. La ferme s'appelle les Louiseaux. Cette ferme, à l'origine, c'est qu'elle était anoblie en 1525 par Charles Quint. Ils ont eu un droit de noblesse, qui est le droit de frapper une monnaie. C'est pour ça que ça s'appelle les Louiseaux. Cette ferme a été vraiment un coup de cœur au niveau patrimoine. L'avantage aussi, c'est que je voulais vraiment une ferme isolée. À l'heure du petit déjeuner, le lait et le comté, directement du producteur au consommateur. On a encore une douzaine d'exploitations agricoles sur le village. On a une trentaine de vaches pour traire et puis 30 génisses. Pour le petit déjeuner, les gens peuvent regarder les vaches sans avoir les inconvénients des odeurs ou du bruit. Disons que sur des petites exploitations, avec le cadre qu'on avait, nous avions intérêt de nous lancer dans les chambres d'hôtes. Ma première chambre est dédiée aux vaches Simmental et Montbéliard, qui sont les symboles du fromage comté. Et la deuxième chambre est dédiée au cheval comtois. Je voulais avoir des chambres authentiques, vraiment franc-comtois, avec les lits à alcôve, les horloges comtoises, et tout en gardant quand même des couleurs modernes et des rideaux modernes. Aux confins de la Touraine et du Poitou, dans la Vienne, la propriétaire du manoir de la Blonnerie élève une race de moutons rare en France. Alors, je suis éleveuse de moutons Dorset Stone. C'est une race anglaise que mon père a ramenée d'Angleterre il y a 35 ans, 40 ans même, plus que ça. Il y en a très très peu en France puisque moi je suis la présidente au niveau national et nous sommes que 3 éleveurs en France. Mes parents ont acheté l'exploitation dans les années 70. Moi, j'ai fait des études agricoles dans le but de reprendre cette exploitation. Et puis, j'ai développé après avec de l'agrotourisme. Mon exploitation est en bio depuis bientôt 5 ans. J'avais déjà envie de faire la ferme auberge. J'utilise mes produits à moi, donc essentiellement l'agneau, les légumes du potager et les fruits de mon verger. Et les chambres sont venues un petit peu après avec l'arrivée du Futuroscope en 86, qui effectivement a boosté un peu notre département. À 2 pas de La Rochelle et de l'océan, une belle Charentaise nous ouvre ses portes, après un lifting particulièrement réussi. Donc cette maison s'appelle le Carré 1705 parce que le bâtiment est installé en carré et 1705 c'est l'année de construction de la maison. C'est une ferme typiquement charentaise. On a voulu conserver l'esprit de cette ferme dans la rénovation. Par exemple, dans la salle de réception, nous avons fait le choix de conserver les mangeoires pour garder un esprit très typique à cette pièce. À l'origine, les chevaux étaient dans cette partie de la maison. Chaque chambre est une évocation, une séquence émotion.
Dans la chambre Élie, on s'est attaché à retranscrire l'univers de notre grand-père, qui était un agriculteur, un peu homme des bois, rustre au grand cœur, très attaché à sa terre. La chambre Louis évoque l'univers d'un autre de nos grands-pères, qui était agriculteur sur l'île de Ré, donc plutôt cette fois-ci sur un territoire maritime. On a dédié une chambre à l'ancienne propriétaire, Dany, avec une ambiance rose poudrée qui évoque un petit peu la passion qu'elle avait pour les vieilles roses. Moi-même, je suis designer et je butine un petit peu de droite et de gauche des coups de cœur que je fais partager sur les murs dans la maison. Les pros de la déco. Hein, Ah oui, et je tenais à dire qu'ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour aider un petit garçon qui est atteint d'une maladie rare et qui a 3 ans. Donc vous faites une bonne action en même temps si vous allez résider chez eux. Et on peut loger à combien là, dans cette maison? Dans ces chambres, c'est des chambres pour 2 personnes, il y en a 5. 5 Ah oui, c'est ça que je voulais savoir. 5 chambres. 5 chambres, voilà. D'accord. Merci beaucoup.